bonsoir à toutes et tous. Nous allons démarrer cette soirée ensemble. Merci d'être présentes et présents. Bienvenue chez Iris. Donc ce soir, le thème, c'est la science de l'intuition. L'idée, c'est de partir sur à peu près 1h30, 1h35. Il y a un tout petit exo très court de mise en contexte au départ. Et puis, il y en a un autre à la fin qui est un peu plus long. Pour intro, ce qu'on pourrait dire, la science de l'intuition, ça peut paraître antinomique, peut-être. Mais non, bien évidemment, ça ne l'est pas. L'intuition, comme on va le voir, c'est quelque chose, c'est un concept qui est associé à une capacité que nous avons. Et ce concept, dans sa définition, il est non rationnel. L'intuition, par définition, c'est non rationnel. Et la science, par définition, c'est l'outil que nous avons élaboré dans notre culture, dans notre civilisation, pour étudier rationnellement un phénomène, voilà, quelque chose. Donc il y a bien une différence entre ce qui est étudié et comment on l'étudie. Donc ce n'est pas du tout antinomique. On peut tout à fait, bien évidemment, étudier scientifiquement l'être humain. L'être humain n'est pas rationnel, sinon on le saurait depuis longtemps. Donc l'intuition est non rationnelle, c'est l'objet d'étude, ou le sujet d'étude si vous voulez, et la science, c'est l'outil qui nous permet d'étudier. Voilà. Donc évitons simplement, ça nous arrive parfois, de confondre l'objet d'étude avec l'outil d'étude. Et donc là, l'idée dans cette soirée, c'est de passer ensemble 1h30, tranquillement, à dérouler des expériences classiques, historiques, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qui ont marqué ce champ de la science de l'intuition, qui est une science transverse, qui va à la fois adresser de la psycho, de l'informatique, de la physique, de la médecine, de l'histoire, de l'archéologie, enfin tout ce qu'on peut imaginer, s'est intéressé à un moment donné, ou s'intéresse bien évidemment, encore et de plus en plus à l'intuition. Soit du point de vue de la problématique de la preuve, est-ce que l'intuition, ça existe? La première question qu'on va se poser, forcément, comme tout phénomène qu'on va étudier scientifiquement. Ensuite, on s'intéresse au phénomène en tant que tel, donc à son écologie, à sa phénoménologie, comme on dit, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui vont venir faire que le phénomène existe, les facteurs favorisants et les facteurs qui défavorisent, voire annihilent ou annulent le phénomène, si ça existe, ce type de facteurs. Et puis une fois qu'on a compris, une fois qu'on sait qu'un phénomène existe, et une fois qu'on a compris comment il se produit, éventuellement comment le reproduire, si on ne peut pas reproduire un phénomène, ça devient très difficile d'un point de vue scientifique. Donc une fois qu'on arrive à le reproduire, suffisamment bien, c'est-à-dire suffisamment souvent et de manière suffisamment solide, on va être capable d'en faire un outil, normalement, c'est-à-dire de l'utiliser pour quelque chose. Donc là, on va passer dans l'application. Donc on a au moins ces trois temps, en fait. Et avec l'intuition, au début du XXe, on était dans la problématique de la preuve. À peu près, alors, on est toujours, indéfiniment, potentiellement, on peut être dans la problématique de la preuve. Mais à un moment donné, on est passé dans l'étude du phénomène, dans comment il se produit. Donc là, on y est toujours encore, bien évidemment. Donc ça démarre un peu après, enfin tout début 20e quand même. Enfin, ça a toujours existé, mais on va dire massivement à partir des années 30, 40. Et puis, depuis les années 60, 70, 80, 90, ça monte en puissance, on est dans l'application. Donc, on peut tout à fait, bien évidemment, légitimement se dire, est-ce que ça existe l'intuition? Mais je peux déjà poser maintenant qu'on est aujourd'hui dans l'utilisation de plus en plus démocratisée. Okay, on en reparlera juste là dans quelques minutes. Et c'est dans le cadre dans lequel on se trouve ici, puisque Iris, c'est notre job, en fait. Ça fait partie de notre quotidien. Pour que vous sachiez un peu plus, justement, dans le cadre où on est ce soir, Iris, ça fait presque 11 ans qu'on existe. Notre activité, elle est centrée uniquement sur l'intuition, avec principalement, on va dire ça simplement, deux branches. Une branche qui est celle qui existe depuis toujours, qui est le conseil
le consulting aux organismes et entreprises, organismes privés, publics et entreprises, où notre travail, c'est de faire au mieux pour répondre à une question qu'on va nous poser, une problématique qu'une entreprise aurait, enfin a en fait, une problématique qu'une entreprise a, et notre job à nous, c'est d'apporter le maximum d'éléments de réponse à cette problématique, qui peut être de tous ordres, hein. On en parlera un petit peu aussi bien évidemment, en utilisant, donc de répondre à cette problématique en utilisant au mieux l'intuition. Faire en sorte de raisonner le moins possible pour intuiter le plus possible. Voilà, c'est ça notre métier. Et puis, depuis 9 ans maintenant, 8-9 ans, on donne des formations, c'est la deuxième branche, grand public, pour apprendre à qui le souhaite comment utiliser cet outil, voilà, comment faire de cette capacité intuitive un outil. Voilà. Juste pour poser, parce que dans la soirée, on va voir des choses, j'adore dire, c'est l'ordinaire de l'extraordinaire. C'est-à-dire que ça peut paraître extraordinaire, certaines choses qu'on va aborder ensemble, et en fait, aujourd'hui, c'est quand même assez banal. Soit parce que scientifiquement, ça a été répliqué des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois pour certaines choses, et aussi parce que c'est utilisé au quotidien par chacune d'entre nous sans forcément le savoir. L'intuition, elle est présente en nous, c'est une capacité innée, donc on l'utilise même si on ne le sait pas, et bien sûr, je vous montrerai comment on le sait. Et puis, des personnes comme chez Iris, comme chez nous, l'utilisons consciemment pour répondre à des problématiques. Donc là, c'est simplement des références d'entreprises ou d'organismes qui ont fait appel à nous. On a des confrères dans d'autres pays qui font la même chose. C'est pour vous montrer que l'aspect démocratisé de l'outil, il est réel, même si bien évidemment, on peut supposer que dans 10, 20, 50 ans, ce sera beaucoup plus, mais c'est déjà bien présent. Aussi, dans les médias, depuis 10 ans, il y a une évolution énorme. C'est vraiment énorme. L'intérêt par rapport à l'intuition, c'est carrément aujourd'hui une notion qui est à la mode. Tous les mois, il y a des dossiers qui sortent sur le sujet. La presse, la radio, la télé, voilà. Sans compter tous les bouquins qui peuvent sortir. Donc ça, c'est un peu pour poser le cadre. Et on va se lancer tout de suite, si vous voulez bien. Donc si vous avez papier, crayon, sinon vous avez vos smartphones pour taper vos idées, vos ressentis, et puis sinon, au pire, c'est dans votre tête, quoi, hein, dans votre corps. Alors, c'est tout simple, je vous donne rien du tout, c'est ce qu'on appelle un exercice en freestyle. C'est comme vous savez faire maintenant, avec ce que vous avez comme bagage. Décrivez ce que vous verrez sur cet écran dans quelques minutes. Bon, en fait, c'est 2 minutes maximum, quoi. Donc c'est parti, hein. Je vous laisse 1-2 minutes, et puis après, on en parle assez rapidement pour le débrief, et puis surtout, je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses pendant les dizaines de minutes qui vont suivre. Donc c'est parti. Donc apportez le maximum d'informations que vous pouvez, par le texte, le langage, le croquis, enfin tout comme vous voulez, le dessin, vous faites vous écrivez en noir, vous faites de la couleur, parce que je vois qu'il y a certains d'entre vous qui ont des feutres, etc. Vous faites comme vous voulez, mais l'objectif, c'est d'apporter le maximum d'informations sur ce que vous verrez sur cet écran dans quelques minutes. Alors, c'est une image, quoi, c'est une photo. C'est bon? Ok. Alors maintenant, vous prenez quelques instants pour analyser objectivement, en étant honnête bien évidemment avec vous-même, ce que vous avez produit par rapport à ce que vous venez de prendre connaissance. Alors bien évidemment, vous avez compris, je suppose, enfin, j'ai pris quelque chose qui est hautement improbable, d'où votre étonnement en partie.
Pourquoi hautement improbable? Parce que c'est pour vous... ça va favoriser l'intuition, en fait. Hein. Si c'est quelque chose qui était hautement probable, ça va... Comment dirais-je? Moins c'est probable, plus l'intellect va devoir s'effacer, et s'efface facilement. Okay, mais vous ne le savez pas forcément au départ, mais ça n'a pas d'importance. L'objectif, c'est avec ce premier exercice, en égrénant les petites expériences que je vais vous montrer, ça va vous faire prendre conscience de pourquoi vous avez produit telle chose et comment vous avez produit, etc. Ok? On peut effectivement avoir comme objectif de trouver les potirons, mais on va se rendre compte petit à petit que si on cherche cet objectif-là, c'est-à-dire savoir trouver ce que c'est, en fait, on va assez facilement se planter. Donc l'objectif, ça va être d'avoir une attitude plutôt, c'est comment. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas savoir ce que c'est, mais pour savoir ce que c'est, il va falloir aller chercher c'est comment c'est. Eh bien, on est parti. Alors, déjà, juste une minute pour définir les choses au mieux. L'intuition, qu'est-ce que c'est? Étymologiquement, ça vient du latin et ça veut dire percevoir à l'intérieur de soi, regarder en soi, ou éventuellement se regarder dans un miroir. Donc il y a deux notions, on va dire, fondamentales. Le fait de percevoir, de voir les choses, et soi, à l'intérieur. Donc ça fait tout à fait sens aujourd'hui, cette étymologie, dans la définition qu'on en a. Et la définition, elle est extrêmement simple. Bon, j'adore la définition du Larousse, même si c'est globalement la même définition à chaque fois. Enfin, les notions clés sont toujours les mêmes. Après, ça peut être phrasé un peu différemment. Mais c'est capacité à produire de la connaissance qui est vraie sans utiliser le raisonnement. Donc en fait, l'intuition, c'est le contraire du raisonnement. C'est une... Et l'expérience. Voilà, dans le Larousse, depuis à peu près une 25 ans, ils ont rajouté sans faire appel à l'expérience. Mais c'est redondant en fait, hein. Ce n'était pas la peine de l'ajouter, mais ils l'ont ajouté pour bien faire comprendre les choses. Pourquoi c'est redondant? Parce que l'expérience, ça veut simplement dire des choses qu'on a vécues et qu'on peut réexploiter en utilisant le raisonnement. Mais si c'est une capacité qui n'utilise pas le raisonnement, forcément, il n'y a pas d'expérience qui va être mise en œuvre. C'est pour ça que l'intuition, elle ne va jamais aussi bien s'exprimer que lorsqu'on est en aveugle par rapport à la problématique. C'est pour ça que le premier exercice, vous êtes complètement en aveugle. C'est favorisant pour l'intuition. Il suffit que je vous dise juste une information, éventuellement. Tiens, ça a un rapport avec un fruit. Tout de suite, vous allez partir dans des idées, et on sait que dans l'immense majorité des cas, ces idées vont être fausses. Surtout que fruit, citrouille, c'est pas forcément ça. Okay, c'est assez loin de ce à quoi on peut s'attendre au départ. Donc, ça va être plus facile de ne rien dire au départ. Alors, on va venir justement au départ des choses. Historiquement parlant, le premier rapport d'expérience scientifique, même si à l'époque on ne disait pas ça, mais le premier rapport qu'on a par écrit, donc historiquement parlant, c'est Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc Hérodote, c'est le père de l'histoire, c'est lui qui a écrit les premières narrations de ce qui se passait dans le monde, etc. Et dont on a encore les textes. Bien, lui, en fait, il rapporte que Crésus, qu'on connaît tous plus ou moins, donc le gars qui était très riche, et en fait, ce gars, c'était un roi, ni plus ni moins, et c'était le roi de Lydie. La Lydie, c'était une zone, un pays, on va dire, situé en Turquie actuelle. Et il avait la particularité, ce royaume, qu'il y avait un fleuve qui le parcourait et qui contenait énormément de sable aurifère. Donc en fait, il y avait de l'or. Et c'est pour ça que Crésus était riche comme lui-même, parce qu'il pouvait extraire l'or dans la rivière, et c'est la première personne qui a frappé monnaie en or. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire de l'humanité. Et Crésus, à un moment donné, il a eu peur que le roi des Perses attaque et envahisse son pays. C'était... je ne sais plus comment il s'appelait, le roi des Perses. Je ne sais plus, c'est pas grave. Cyrus II, voilà. Cyrus II.
Et donc il a eu une idée comme ça, une sorte de peur, en fait, une crainte. Et il s'est dit, alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois attaquer avant qu'on m'attaque? Ou est-ce que je dois renforcer mes défenses? Et il ne savait pas quoi faire, il n'arrivait pas à prendre sa décision. Donc il s'est dit, ok, alors c'est dans le monde antique, il y a beaucoup d'oracles, donc des personnes en fait qui prédisent les choses et qui répondent à des questions. Et ces oracles ont un rôle politique majeur, enfin, dans la culture, au niveau religieux, etc. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé des émissaires de par le monde antique pour aller voir différents oracles et demander à ces oracles ce qu'ils devaient faire. Sauf qu'il s'est dit, je vais quand même tester les différents oracles auxquels je pense, les plus renommés quoi en fait, et avec ce test, je vais savoir finalement lequel ou laquelle à qui je vais poser la question, est-ce que je dois attaquer ou défendre. Et donc en fait, il a fait passer une sorte de recrutement, un test de recrutement. Donc il a envoyé des émissaires partout, et il a demandé aux émissaires, bon, il fallait aller à pied, etc. Donc dans 100 jours, à partir de maintenant, là vous partez, dans 100 jours, qu'est-ce que moi, le grand roi Crésus, je ferai? Et vous posez cette question aux oracles que vous rencontrerez. Vous notez, vous revenez et vous me racontez. Et la personne, l'oracle qui est la plus proche de la vérité, donc de ce que je fais dans 100 jours, eh bien, c'est à cette personne qu'on va demander finalement ce qu'on va faire d'un point de vue militaire par rapport au roi des Perses. Donc, les gens partent, ils arrivent, et le seul rapport qu'on a sur la dizaine qui ont été visités par les émissaires de Crésus, c'est la Pythie à Delphes. Donc c'est Hérodote qui raconte, et il dit quand ils sont arrivés, alors ils ne posent pas la question, hein, ils arrivent, bonjour, c'est quoi la réponse? Donc elle travaille en aveugle. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Et elle dit, en substance, qu'elle perçoit de la tortue, elle a l'odeur en fait. Dans le rapport, c'est écrit « j'ai l'odeur de la tortue qui a le cuir épais et je perçois de l'airain en dessous et je perçois de l'airain au-dessus. » Okay. Donc ils notent, ils font le chemin retour et ils vont voir Crésus et puis c'est n'importe quoi, c'est quoi cette histoire, etc. Et lui il répond « si, le grand roi Crésus a fait cuire, donc lui-même, a fait cuire de la tortue avec de l'agneau dans un chaudron en airain. Donc il y a de l'airain en dessous et puis il y a le couvercle, donc au-dessus. Donc elle raconte exactement ce que lui il a fait, ce qui est extrêmement intéressant par ailleurs, puisque ce qu'il a fait, c'est hautement improbable, parce qu'un roi, surtout Crésus, ne fait pas ça. Ce n'est pas à la tâche d'un roi de faire cuire de la tortue et de l'agneau. Okay ? Donc son procédé, il est vraiment génial parce que c'est exactement comme ça aujourd'hui qu'on procéderait pour tester quelqu'un par rapport à une capacité à percevoir les choses sans utiliser le raisonnement. Et en l'occurrence, clairement, la Pythie ne peut pas utiliser le raisonnement puisqu'elle est complètement en aveugle. Okay ? Et même si elle essayait, c'est tellement improbable ce que le roi fait, et encore faut-il savoir que les émissaires viennent de tel roi, etc. Okay ? Donc en fait, finalement, il a déroulé tout simplement le protocole classique qu'on mettrait en place aujourd'hui. Donc c'est la première expérience contrôlée sur l'intuition. Donc vous pouvez toujours aller visiter aujourd'hui le lieu à Delphes, en Grèce. Okay ? Alors, la science et l'intuition, il y a un lien qui est très fort, parce que les premières expériences scientifiques tout court, en fait, étaient des expériences scientifiques sur la capacité intuitive. Donc là, on est dans la problématique de la preuve. Ah oui, il faut que je finisse l'histoire, souvent j'oublie, avec Crésus. C'est qu'il a choisi la Pythie, et ils retournent voir la Pythie, et puis ils demandent alors, et en fait, elle répond, un grand empire sera détruit. Et lui, il fait « Ouh, c'est super, je vais attaquer ». Mais sauf que non, c'était le sien. Oui, donc revenons à nos moutons. Donc là, on est en France, 18e siècle, fin 18e.
Et donc les premières expériences, il y avait notamment Benjamin Franklin qui était impliqué dans l'affaire à cette période, c'est pour ça qu'on dit faire une expérience en aveugle. Faire une expérience en aveugle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ne pas savoir ce sur quoi on fait l'expérience, et c'est ce qui permet d'éviter les biais. Okay, et là, vous avez le personnage, il a un bandeau sur les yeux. Ben, c'est pour ça qu'on dit être en aveugle. Parce que l'expérience, il y a plusieurs expériences à l'époque du même type, c'est que par exemple, on va faire des trous dans une pelouse, et puis on va mettre des choses dans les trous ou pas, par exemple du gravier, de l'or, de l'argent, de la terre, etc. Puis on va remettre la petite touffe d'herbe là, pour que ce soit bien, bien propre, et puis pour qu'on ne puisse pas voir là où il y a les trous, et puis en plus on va mettre un bandeau sur les yeux du bonhomme, et puis on lui dit, ben voilà, t'es là, débrouille-toi, localise les trous, et une fois que tu as localisé un trou, dis-nous ce qu'il y a à l'intérieur. Si ça marche, ça veut dire qu'il y a la capacité à obtenir une information sur quelque chose sans ne rien savoir, et donc en étant dans l'incapacité d'utiliser le raisonnement. Donc c'est clairement une expérience sur l'intuition, même si à l'époque ce n'est pas dit comme ça. Alors il y a plusieurs rapports, mais, notamment il y a une expérience la plus célèbre, il y a des thèses de doctorat encore récemment sur sur cette expérience. Il arrive à 6 trous, je crois, dans mon souvenir, il arrive à localiser, mais par contre sur un trou, je crois, il se trompe, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à identifier ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, il y a du gravier et puis il dit que c'est de l'or ou je ne sais pas quoi. Donc ça n'a pas été validé à l'époque. Aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas la même conclusion, parce que déjà, il faudrait refaire l'expérience plein de fois. Et puis, quand même, d'un point de vue proba, c'était pas mal. Mais à l'époque, ils se sont dit, non, ça ne marche pas. La première expérience qui va vraiment scientifiquement dans le sens actuel du terme, c'est-à-dire avec des statistiques, la première expérience qui va montrer que l'intuition, ok, là, ça va vraiment dans le sens de la preuve du phénomène, c'est une publication du biologiste J.B. Rhine, un Américain de la côte Est, et qui, lui, était intéressé, bien évidemment, par les capacités de la conscience, et c'est lui qui a le premier eu l'idée d'utiliser l'outil statistique, donc un outil mathématique, très bien connu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était tout à fait récent. Et il s'est dit, ah, mais je vais étudier ça, là, ce phénomène. Apparemment, on peut savoir des choses, etc., même si on est en aveugle, et je vais faire des stats. Donc pour faire des stats, qu'est-ce qu'il fait? Il fait répéter des tâches à une personne, à 2 personnes, à 10 personnes, à 100 personnes, la même tâche, et puis donc il peut dérouler des stats dessus et mettre en évidence ou pas un phénomène. L'expérience classique, donc ça c'est la première qui est, où il y a un résultat positif publié en 1932, donc ça a presque 100 ans. Donc là vous avez Rhine, là vous avez une personne qui est la sujette, la personne qui fait l'expérience, et là vous avez une observatrice qui regarde si tout est fait selon le protocole. Vous avez une sorte de paravent, et puis vous avez Rhine avec un bout de tissu, vous voyez, comme ça, et en fait en dessous il y a un jeu de cartes, et c'est un jeu de cartes qu'il a inventé lui-même. Il a 25 cartes à l'intérieur de ce jeu de cartes, et 5 fois 5 symboles. Vous avez les 5 symboles différents, et chaque carte est répliquée 5 fois dans le jeu. Et ce qu'il demande à la personne qui est en face, c'est d'identifier quelle est la carte qui est au sommet de la pile. Donc lui, il ne voit pas d'ailleurs, on voit qu'il se camoufle le jeu de cartes, et puis il dit, ben voilà, madame ou monsieur, la carte qui est au-dessus, c'est laquelle parmi les 5? Et donc on voit là la personne qui s'emploie à aller identifier laquelle des 5. Normalement, on a une chance sur 5, enfin c'est pas normalement, on a une chance sur 5, donc 20% de chance. Okay. L'expérience montre qu'en moyenne, tout un chacun ne fait pas 20%, mais 26%. Donc c'est assez conséquent. Pour l'application, l'utilisation, c'est pas énorme, okay, on n'est pas à 100% ou à 80%, mais on est quand même à 26%, c'est-à-dire au lieu d'avoir une chance sur 5, en fait, selon ce protocole, on est à une chance sur 4.
C'est pas mal. Si on veut investir, on peut déjà gagner beaucoup d'argent si on pense à ce type d'application. Ce chiffre-là, ce nombre-là, il est très intéressant puisqu'il dépend du nombre de réplications qu'il y a eu pour obtenir ce succès. Et pour obtenir ce succès, en fait, on a une chance sur 1 million que ce résultat, donc ce succès, soit dû au hasard. Donc ça veut dire qu'il n'est pas dû au hasard. Donc c'est une donnée qui est très solide. C'est 26%. Alors, suite à cela, il y a des chercheurs qui ont compilé toutes les expériences du même type depuis les années 1880 jusqu'aux années 1840, donc jusqu'à l'époque de Rhine. Bon, depuis, il y en a eu d'autres qui ont été... d'autres compilations de données qui ont été faites, mais à l'époque, vous voyez, c'était déjà énorme. Il y avait déjà eu 185 expériences du même type, 142 publications scientifiques, 3,6 millions d'essais, c'est juste énorme. Donc ça veut dire que c'était quelque chose qui intéressait pas mal de monde, avec 4000 sujets différents, 4000 personnes. Et là, donc le résultat est positif, ça montre que la capacité existe, avec une chance sur 4 10 puissance 27. Il y a 4 avec 27 zéros derrière, donc c'est énorme. L'idée justement avec les stats, c'est de faire participer tout le monde. Alors il y avait des personnes qui ont montré qu'elles étaient plus douées que d'autres, mais c'est comme dans n'importe quel domaine. Mais l'idée, c'était vraiment de prendre le tout venant. Et d'ailleurs, souvent, ce qui se passait, c'était, voilà, le chercheur, l'expérimentateur est dans son labo. Tiens, je vais démarrer. Il voit un petit étudiant passer. Bah, toi, viens là, quoi. Puis clac. Ok. C'est comme ça. C'est la stat qui correspond au succès. C'est-à-dire que le succès, c'est-à-dire que la capacité est montrée, c'est positivement. Okay. Les expériences sont des réussites. C'est-à-dire qu'on est au-dessus du seuil du hasard. Hein. Et ça montre la solidité de cette information. Il y a une chance sur 10 puissance 27 que ce succès soit dû au hasard. Donc ce succès n'est pas dû au hasard. Le succès étant qu'on est au-dessus du seuil du hasard. Par exemple, l'expérience d'avant, le seuil du hasard, c'est 20%. On est à 26, donc on est au-dessus du seuil du hasard. Ben, le fait d'être au-dessus du seuil du hasard, avec tout ça compilé, il y a une chance sur 4 10 puissance 27. Donc c'est énorme, c'est encore plus d'atomes que dans l'univers. Okay. Ce type d'expérience a été répliqué, ça c'est un peu juste pour le fun et la culture personnelle, par Edgar Mitchell, qui est la 6e personne à avoir marché sur la Lune. Et en fait, il s'est dit, tiens, c'est intéressant ça, je vais répliquer l'expérience, on y reviendra tout à l'heure, de manière indirecte. Il s'est dit, je vais répliquer ce type d'expérience de Rhine en étant le plus loin possible de la Terre. C'était ça son idée, pour tester en fait si la distance jouait. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il était dans le vaisseau, dans la capsule entre la Terre et la Lune. Il faisait ses petites expériences, et puis il avait dit à des chercheurs sur Terre, vous tirez les cartes, et puis moi, je note ce que vous avez tiré, et puis hop, régulièrement, je crois que c'était une fois par jour, il faisait son petit truc. Puis quand il est revenu sur Terre, il a donné son papier, ils ont comparé, et ça a été significatif, c'est positif. Donc apparemment, dès les années 60, début 70, plutôt, on se dit, tiens, apparemment la distance ne semble pas jouer. Si vous allez sur le site web d'Iris, c'est gratuit, vous pouvez accéder, il n'y a même pas besoin de rentrer votre adresse email, vous pouvez jouer au jeu de Rhine. Donc aujourd'hui, je sais pas, il y a plus de 100 000 parties qui ont été faites, 200 000 peut-être, je crois. Et ça garde votre score, vos statistiques. Donc vous pouvez regarder si vous montez, etc. Alors, l'intuition est physiologique. Vous vous rappelez l'image où on voit l'expérience de Rhine avec la personne avec son petit stylet ou son stylo là, qui pointe comme ça. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que quand elle pointe, elle ressent quelque chose dans son corps. Et quand c'est la bonne carte, elle va ressentir quelque chose qui est différent de quand c'est une des 4 autres mauvaises cartes. Donc on sait, les personnes qui utilisent leur intuition savent à l'époque que d'être attentif au ressenti corporel et au mouvement réflexe qu'il peut y avoir, en fait ça joue. Et depuis, on a bien évidemment montré ce phénomène. Regardez attentivement l'écran.
Donc ce que vous venez de voir, c'est l'expérience classique du milieu des années 90, où on présente au sujet, donc la personne qui participe à l'expérience, où on lui présente de manière aléatoire et alternativement des images qui sont émotionnellement impactantes et des images qui ne le sont pas, donc émotionnellement neutres. Donc par exemple, émotionnellement neutre, typiquement, ça va être un lieu standard, classique, rien de spécial. Et puis, des images impactantes, ça va être typiquement des images de violence, de guerre, ou des images érotiques. Bon, les images érotiques, on n'en met qu'une parce que... gardez votre attention. Alors l'expérience, elle consiste en ceci. On prend votre main, si vous êtes sujet, et on va mettre un polygraphe, c'est-à-dire que c'est un appareil qui permet de mesurer le flux sanguin, ce qui a rapport avec les rythmes cardiaques, et puis la conductance de la peau, c'est-à-dire la capacité que notre peau a à chaque instant de conduire le courant électrique. Et plus on va être émotionné, plus les pores de la peau s'ouvrent, plus on transpire, et donc plus on est impacté émotionnellement, et c'est ça que l'appareil mesure. Okay ? Donc on met ça par exemple sur la main gauche de la personne si elle est droitière, et puis avec sa main droite, on va lui demander quand elle a envie de cliquer sur une souris, et ça va lancer la machine qui va tirer au sort le type d'image. Donc on attend 7 secondes par exemple, c'est pendant ce temps-là qu'on va mesurer parce que c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse dans ce type d'expérience, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau psychophysiologique, donc qu'est-ce qui se passe dans le corps en fait, avant que l'image n'apparaisse, et avant même qu'elle ne soit tirée au sort, parce qu'en fait, elle est tirée au sort juste au moment où elle va être affichée. Donc la personne, elle clique, et puis à ce moment-là, l'ordinateur, il choisit 2 images différentes, une impactante, une pas, et il choisit une des 2. Alors c'est aléatoire, c'est-à-dire que c'est pas parce que une fois on a eu une image comme ici émotionnellement neutre que le coup d'après on va avoir une image impactante. Et, par exemple sur 100 images tirées au sort et présentées, il y en a 50 qui sont impactantes émotionnellement, 50 qui sont neutres, mais on ne sait pas dans quel ordre ça va être. Okay ? Donc en fait on ne peut pas analyser, il n'y a pas de schéma d'ordre si vous voulez, dans comment ça va se présenter. Ça reste affiché 3 secondes. Et puis ensuite, ça disparaît. Et pendant 10 secondes, l'écran redevient vierge. Ça sert simplement à ce que la personne, elle retrouve un état émotionnellement neutre. Et puis au bout des 10 secondes, quand elle veut, hop, elle reclique et c'est reparti pour un tour. Et on fait ça des dizaines de fois avec des dizaines, des centaines de personnes. Et donc, on peut faire des statistiques sur ce qui est mesuré. Et ce qui est mesuré, c'est ceci. Là, vous avez... Le rouge, c'est la courbe qui correspond à ce qui est mesuré pour les images impactantes. Et puis la courbe bleue, c'est ce qui correspond aux images neutres. Là, c'est l'image qui commence à s'afficher. L'image, elle s'affiche là, puis elle reste affichée. Et on voit bien que quand c'est une image émotionnellement impactante, on est impacté plus que quand c'est une image qui est neutre. OK ? Donc ça, on le sait depuis la fin du 19e siècle. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va être avant. Ça va, vous suivez ? Ouais. Et on voit que les courbes avant, elles sont différentes. Là, on a une période d'anticipation. J'adore ce moment-là. C'est quand je dis que je prends la main de quelqu'un, tu la mets là, je prends un marteau, et puis, une fois sur 2, je vais taper de manière aléatoire, et à chaque fois, je vais faire mine de taper. Qu'est-ce qui va se passer ? Si vous êtes là, avec votre main sur la table, et moi en train de commencer à taper, peut-être ou pas, en fait, vous allez avoir un mouvement de recul. Vous allez avoir un mouvement de recul, peut-être pas la première fois, mais dès que vous allez vous faire taper dessus, c'est sûr, ça va se produire. Et ça, c'est une période d'anticipation. Et ça, c'est l'analyse qui nous dit ça. C'est notre esprit analytique, notre raisonnement, qui nous dit « Oula, Alexis, il va me taper dessus, une chance sur 2, grosso modo, j'ai l'impression, donc il vaut mieux que... » Okay ? Donc ça ne nous intéresse pas en tant que tel. Donc ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a là, entre cette période d'anticipation générée par notre analyse de la situation et le moment où l'image s'affiche. Et on voit que les courbes, elles sont différentes. Donc il se passe bien quelque chose. Selon le type d'image qui va être tiré au sort et affiché tout à l'heure, dans quelques secondes, en fait, mon corps il réagit différemment.
Il réagit plus quand c'est une image qui va m'impacter. Il réagit moins quand c'est une image qui ne va pas trop m'impacter. Si on fait la soustraction des deux courbes, rouge moins bleu, on voit bien le phénomène. Rouge moins bleu, ben en fait ça mesure quoi? Ça montre que là, je suis plus impacté quand c'est une image de type violente ou pornographique, etc., que quand c'est une image de lieu standard. Et là, on voit qu'on a le même phénomène. Il est plus écrasé, mais c'est bien le même phénomène. Ok? Donc je vis, quand je dis je parle à la première personne pour tout le monde en fait. Je vis avant que l'image ne s'affiche ce que je vais vivre une fois qu'elle sera affichée. De manière plus faible, mais je vis le même phénomène. Donc le corps nous donne une information qui nous permet de distinguer ce qui va nous arriver dans quelques instants. Est-ce que dans quelques instants, ce que je vais vivre, ça va m'impacter ou pas? Ce qui va notamment nous permettre de nous préparer, si on y fait attention à ce qui se passe en nous, permettre de nous préparer. Et ça, c'est vrai pour tout le corps. Là, l'expérience, c'est au niveau de la peau, mais avec les pores qui s'ouvrent et qui se ferment de manière réflexe. Et ça a été montré partout sur le corps, là où on a fait des expériences pour mesurer. Alors notamment la dilatation des pupilles, la transpiration, c'est ce qu'on vient de voir, flux et ondes cardiaques. Il y a une réaction aussi au niveau de l'estomac et des intestins par contraction des organes digestifs, et puis au niveau des ondes cérébrales. Il y a d'autres choses, hein, mais ça c'est, on va dire, les grands classiques. Ça, vous connaissez toutes et tous, c'est le ressenti des tripes. Le ressenti des tripes, c'est quoi? C'est quand l'estomac et les intestins ont des micro-mouvements réflexes, et en fait on s'en rend compte quand ça devient un macro, quoi. Okay? Donc ça peut être très petit, comme ça peut être plus important, et plus ça va être important, plus ça va être facile d'en prendre conscience. Et par ailleurs, si on sait qu'on a ce phénomène-là qu'on peut vivre, et qu'on fait attention, même si c'est assez micro, on va être capable d'en prendre conscience, et donc potentiellement de l'utiliser. Donc ça montre quoi? Que tout notre corps est en contact. Alors avec quoi? Ben notamment avec les événements qui vont arriver, avant qu'ils n'arrivent. Et ça notre corps produit du mouvement réflexe qui va engendrer la sensation donc interne, du ressenti. Le ressenti est généré par mouvement réflexe, lui-même généré par notre corps par perception intuitive. Alors là, on est bien face à de l'intuition, puisque c'est physiologique, c'est notre corps qui parle, c'est pas là-dedans, c'est pas du raisonnement. Okay. Et c'est en avance de phase. On ne peut pas analyser la situation comme on l'a dit plusieurs fois. Donc on est bien face à de l'intuition, et ça nous permet de montrer plusieurs choses, ce type d'expérience. C'est pour ça que je m'attarde un peu là-dessus. Ça permet de montrer que l'intuition, elle est toujours présente en nous, qu'elle fonctionne toujours, et qu'elle dit juste. Okay, et c'est ce qu'on appelle le pressentiment, ce type d'expérience. Ça tombe bien, c'est assez rare, donc on peut noter que le nom scientifique et le nom commun, c'est le même. Donc si vous tapez recherche au pressentiment, etc., vous allez tomber sur ce type d'expérience. Alors aujourd'hui, il y a des méta-analyses là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment eu d'expériences scientifiques dans différents labos, avec différents chercheurs, etc., pour être capable de faire des stats sur les stats, si vous voulez, et limiter les biais s'il y en avait encore. Et les résultats montrent que c'est extrêmement solide. Voilà. L'intuition, elle est physiologique, elle est corporelle, elle s'appuie sur le ressenti, okay, sur comment ça se passe en nous, le toucher par ailleurs, et aussi on sait qu'elle va s'exprimer par tous nos sens, pas que le toucher, pas que le ressenti. Donc l'intuition, elle est multisensorielle. Et c'est là qu'on va commencer à accélérer. Expérience classique des années 70. Donc là, on est sur la côte Est, le PR Lab, c'est à Princeton en fait. Donc perception sensorielle issue d'une expérience menée donc, au PR Lab et portant sur la description d'un lieu. Exactement comme vous avez fait tout à l'heure en fait au départ. Il y a un lieu, on ne connaît rien, et puis on demande à une personne, ben, ce lieu, décris-le-moi, donne-moi le maximum d'informations dessus. Et donc là, comme on est dans le sensoriel, eh bien on voit que la personne,
dans cet exemple précis, elle a répondu ce qu'elle percevait du lieu, que c'est haut, c'est sombre, c'est bleu foncé, c'est vert, c'est foncé au loin, il y a une odeur d'océan, c'est blanc, c'est haut, c'est large, il y a une sensation de moisi. Donc là, on voit bien que ça vient chercher des informations qui utilisent tous nos sens. Donc ça, c'est au Loch Ness. Là, expérience à Stanford, sur la côte ouest. Donc là, on est tout début des années 70 aussi. Description d'un lieu. Alors, description d'un lieu, c'est un grand classique. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a rien de plus riche en informations sensorielles qu'un lieu. Donc, ça va être favorisant pour montrer que l'intuition est sensorielle. Et par ailleurs, comme c'est très riche un lieu, parce qu'en plus, on verra juste après, bien évidemment, il peut se passer des choses sur un lieu, ça fait encore plus d'informations. Et plus il y a d'informations à donner sur quelque chose, plus ça va être facile de mesurer si on peut produire de l'information sur ce quelque chose qu'on explore. Donc là, donc le sujet, Pat Price, je l'ai noté parce que c'est quelqu'un d'extrêmement célèbre dans le domaine, il dit que il perçoit du pourpre, du frais, du large, du rouge, de l'humide, du noir, du calme, pas beaucoup de bruit, tout est parfaitement calme, blanc, jaune léger, de couleur crème et ombragé. Donc ça, c'est une des photos de l'époque. Ça, c'est aujourd'hui. Bon, ça n'a pas changé, mais c'est pour vous montrer un peu quelle tête ça a. Et en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il dit que tout est parfaitement calme. Et le jour où il a fait, excusez-moi, où il a fait l'exercice, la fontaine n'était pas en fonctionnement. Là, c'est dans un parc où il y a des petits commerces, de l'artisanat, des artistes, etc. Et les gens viennent, c'est une sorte de marché d'artisanat d'art, si vous voulez, à Menlo Park, et les gens viennent, et puis ils peuvent se balader, etc. Puis de temps en temps, ils rentrent dans une boutique, ils regardent, ils ressortent. Voilà. Là, on est avec quelqu'un qui est extrêmement important dans le domaine, qui s'appelle Steven Schwartz, un Américain, qui a créé à l'époque une association et une entreprise, les deux s'appelaient Mobius. Et avec l'asso, la Mobius Society, il a fait pas mal des projets de recherche avec des archéologues. Donc on est dans les années 70-80, on est au tournant là, des années 70-80. Et ce projet-ci, qui s'appelle le projet Alexandrie, je le cite parce que vous pouvez trouver en français, ça existe. Il a été traduit à l'époque. Le livre Le projet Alexandrie de Steven Schwartz, et vous pouvez le trouver en occasion, ça doit coûter 1 ou 2 euros aujourd'hui. Et c'est le journal de bord, si vous voulez, de cette expérience qui a duré 4 ou 5 ans, avec des gros moyens, donc c'est avec une équipe internationale. Et notamment, l'objectif c'était de rechercher des lieux antiques à Alexandrie en Égypte, d'où le nom projet Alexandrie. Et voici ce qui est dit pour aider à localiser un des lieux qui était le tombeau d'Alexandre le Grand. À cet endroit, il y a un objet, alors il se balade, en fait c'est Alexandrie, le tombeau il est supposément à Alexandrie ou dans le coin, sauf que depuis ça a été construit, reconstruit, reconstruit. C'est pour ça notamment qu'il a été perdu ce tombeau. Et donc là, on est sur un travail sur carte avant de se déplacer sur le terrain, donc c'est à distance, comme nous tout à l'heure, le lieu qui est en photo, on est à distance. Et donc de localiser dans la ville d'aujourd'hui où ça se trouve pour éventuellement creuser et aller en dessous, pour trouver le tombeau. Et donc là, ce qui est dit, c'est à cet endroit, il y a un objet brun doré, de texture lisse, touché de métal mélangé avec du marbre. C'est bruyant, cela sent quelque chose, fumée, bruit de voiture. Effectivement, ça c'est à cet endroit-là, qui est pointé sur la carte, machin, c'est un carrefour et il y a cette statue. L'intuition s'appuie sur le croquis. Si elle est multisensorielle, ça veut dire que quand on obtient des formes ou du mouvement, en fait, on va être capable de faire des croquis. Exemple du croquis fait par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Vous pouvez remarquer que c'est très ressemblant, mais ce n'est pas exactement ça. C'est un point intéressant, c'est aussi pour ça qu'on va utiliser cet exemple-là. Notamment, c'est dit que c'est un ange, enfin que ça ressemble à un ange. Okay, la personne, elle sait que c'est probablement pas un ange, mais c'est l'image qui lui vient par rapport à ce qu'elle a perçu et dessiné. Or, on voit que ce n'est pas un ange. D'autres croquis, alors là, je vais faire des allers-retours dans le temps.
Là, on est au tout début, alors là, on est même à la fin du 19e, tournant 19e, début 20e, avec des expériences faites par des Britanniques. Donc là, vous avez des petits croquis, c'était des grands classiques à l'époque, hein, fin 19e, tout début 20e, c'est de prendre des petits croquis et de demander à quelqu'un qui est dans une autre pièce, vous prenez une personne, vous lui demandez de faire un petit croquis, quelqu'un d'autre, une autre personne dans une autre pièce, de percevoir et de refaire le croquis de la première personne. Croquis fait par la première personne, croquis fait par l'autre personne dont l'objectif est de percevoir ce qui a été fait. Donc on voit que ça ressemble énormément. C'est pas parfait, quoique pour le verre par exemple ça l'est. En tout cas, il y a des choses extrêmement intéressantes qui ressortent. Là on est en France avec quelqu'un qui s'appelle Warcolier, qui est quelqu'un de majeur dans le domaine parce qu'il a compris beaucoup de choses sur le phénomène intuitif, sur cette capacité. Donc là vous avez, alors on voit que le niveau s'est monté, hein. La complexité est beaucoup plus grande. Et puis vous avez les croquis intuitifs qui ont été faits. Important de se rendre compte que là, le sujet a essayé de faire tout ensemble, alors que là, sous les consignes de Warcolier, l'intuitif ou l'intuitif de service a fait différents croquis. Pourquoi? Parce que la consigne, c'était quand tu perçois quelque chose, quand tu as une image dans ta tête ou que tu as une idée de quelque chose, tu fais le croquis. Autre image, autre idée, tu fais un autre croquis. Et surtout, tu évites d'assembler, de mettre ensemble. Ok? Parce que si vous avez ça et que vous le mettez ensemble, vous allez obtenir quelque chose et ça sera peut-être pas ça. Donc, vaut mieux laisser éclater plutôt que d'assembler et de se tromper. Donc, on va éclater les perceptions. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Si on met ça ensemble ou si on essaye, on quitte le mode intuitif et on bascule dans un mode raisonnement. Et donc, on sort forcément de ce qui est demandé et c'est pour ça qu'on va se tromper. Année 70, avec le programme militaire américain qui a duré 23 ans, qui est connu aujourd'hui sous le nom de programme Stargate. Alors, à l'époque, c'était secret, mais aujourd'hui, quasiment tout est déclassifié. Là, c'est un exercice d'entraînement. Vous avez quelqu'un qui va sur ce lieu et on demande à une autre personne de décrire ce lieu, c'est-à-dire d'apporter le maximum d'informations sur ce lieu. Et voici ce qui a été produit. Bon, l'image n'est pas tip-top, mais vous comprenez bien l'idée de suite. Donc c'est un champ d'éoliennes, et là, ce qu'il dit notamment, c'est qu'il perçoit l'électricité, c'est en mouvement, et c'est une forme de grille. Un réseau, c'est pour ça qu'il fait les 1, 1. Bah oui, ça chope l'électricité, hop, et puis ça envoie, c'est sur le réseau. Donc là, on est dans le sensoriel, on va franchir un cap encore. L'intuition, elle nous permet de percevoir conceptuellement les choses, ou des choses abstraites. Donc on va aller, avec notre intuition, on va être capable d'aller au-delà des 5 sens. Donc si on reste sur l'exemple d'un lieu, typiquement, eh bien ça va le sensoriel va nous permettre de savoir comment est le lieu physiquement parlant, tandis que quand on va passer au-delà des 5 sens, ça va nous permettre notamment de savoir comment ça se passe sur le lieu, s'il se passe des choses, qu'est-ce qui s'y passe, quoi. S'il y a des personnes, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles pensent, qu'est-ce qu'elles se disent, etc., etc. La nature du lieu, c'est quoi, à quoi il sert, s'il sert à quelque chose. Donc là, on ouvre en grand. Ça, on le perçoit tous sensoriellement, ok ? C'est vertical, parallèle, c'est rond, c'est cylindrique, ça fait glouglou, etc., etc. Tout ça, c'est sensoriel. Mais si je dis qu'il y a un contenant et un contenu, c'est conceptuel. On n'est plus dans le sensoriel. Si je dis que ça sert à boire, c'est aussi conceptuel, ce n'est plus sensoriel. On est dans l'abstraction des choses, dans les concepts. Ouais. Si je dis que c'est une boisson, c'est conceptuel, ce n'est pas sensoriel. Avec aucun de mes 5 sens, je peux être capable de dire que c'est une boisson. Il faut que j'agrège énormément de choses au niveau des sens et que j'aille plus loin que ça. Ok, alors j'ai repris les mêmes exemples que tout à l'heure pour voir jusqu'où ça va et jusqu'où on peut aller. Alors là, en fait, tout à l'heure, il y avait plein de petits points. Donc là, j'ai remis dans les trous. Et ça donne perception d'une hauteur, c'est sombre, bleu foncé, des vagues qui frappent contre les rochers. Sur une montagne ou des hautes roches surplombant l'eau, vert foncé au loin, les mouettes volent. Grande structure, de hautes fenêtres ou un espace pour une fenêtre avec un chemin montant et menant à elle.
ou alors une plus grande structure ou un château. C'est vieux, inutilisé, tombant en ruine, sentant le moisi ou l'obscurité, de la mousse ou de l'herbe poussant dans les murs. Bon, on voit que là, on a franchi un gros cap. Okay. L'exemple complet de tout à l'heure, enfin presque complet, parce que j'ai enlevé quand même des choses qui vont encore plus loin. Il me semble que je vois un iris, cet exemple n'est pas pris au hasard, une certaine fleur, je reviendrai plus tard pour l'identifier. Iris pourpre. D'ailleurs, rappelez-vous, la photo de l'époque, ce sont bien des iris. Aujourd'hui, c'est d'autres fleurs, mais à l'époque, ce sont bien des iris. Je vois quelque chose qui ressemble à des arbres à treillage. On dirait une allée de terre battue, effectivement, c'est vrai. Je vois de l'herbe. Possible qu'il y ait une sorte de fontaine ou de jet d'eau. Il y a beaucoup de gens, semble-t-il. Ils sont venus là en suivant une allée de terre battue, un parc, ça s'appelle Menlo Park, mais ça ne me donne pas exactement l'impression d'un parc. Bah oui, parce que c'est un parc avec des boutiques. Une espèce de marché de ville de province, ce genre d'ambiance avec une partie dans un parc en plein air, mais fondamentalement, j'ai une très forte impression de fleurs, comme celle que j'ai vue au départ, l'iris. Expérience classique de l'époque. Alors ça fait partie d'une plus grosse expérience où l'idée c'est de faire des statistiques. En science, on va faire reproduire le phénomène, faire des statistiques pour mesurer. Là, on peut faire des analyses qualitatives, quantitatives un peu, mais ça va être assez limité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on répète ce type d'expérience et on va voir ce que ça donne. Donc là, en fait, comment ça se passe à l'époque, c'est qu'ils envoyaient quelqu'un sur un lieu, ou 2 personnes, imaginons, sur un lieu. Okay, là, parmi 9 possibles, et puis on demandait donc à l'intuitif de service, l'intuitif du jour, de décrire l'endroit au moment où il faisait l'exercice pratique, si vous voulez, au moment où on lui disait bah, vas-y, perçois avec ton intuition tout ça, ce que les autres sont en train de faire maintenant, ou dans 10 minutes, voilà. Et puis il y a 9 sites, et on va tirer au sort ceux qui vont sur le site, là, ils en choisissent un parmi les 9 au sort. Donc ils ont 9 enveloppes, c'est caché à l'intérieur les directions où ils doivent aller. Ils en prennent une, ils regardent, ils montent dans leur voiture. Ah ok, on doit aller à Menlo Park, par exemple. Ils vont à Menlo Park, et puis voilà, je sais pas, à 10h du matin, ok, on doit être à Menlo Park, on part, nanana, et puis ils restent là 10, 15, 20, 30 minutes, et pendant ce temps-là, le Gus qui est resté dans le labo, bah lui, l'objectif c'est de percevoir comment c'est là où il se trouve. Et puis ils vont faire ça 9 fois, nanana. On prend les comptes rendus, typiquement ça, on le donne à un juge indépendant, et puis on lui donne aussi les 9 noms de lieux. Donc il a 9 comptes rendus, 9 noms de lieux, et puis il doit dire, tiens, cette description-là, eh bien en fait, pour les 9 lieux, elle correspond plus à celui-ci. Et puis en deuxième, à celui-ci. En troisième, à celui-ci. C'est-à-dire qu'il trie, si vous voulez, il fait un rangement par ordre de priorité parmi les 9 possibilités. Et donc là, on voit par exemple, là, c'est Menlo Park, le jardin. Et bien en fait, il a identifié que le compte-rendu correspond bien à ce lieu-ci. Vous comprenez ce que je raconte? Non? Vous avez 9 lieux, vous avez 9 comptes rendus d'exercice, et pour chaque compte rendu, vous devez dire pour les 9 quel lieu potentiel parmi les 9 arrive en premier, arrive en deuxième, arrive en troisième, arrive en quatrième, etc. Et vous faites ça 9 fois. Donc vous avez 9 notations. Donc ça veut dire que le juge, parmi le compte rendu qui est là, il a réussi à identifier que c'était la description de ce lieu-là. C'est pour ça que c'est 1. Okay, pour celui-ci, il a bien réussi à identifier la description qui correspond à la piscine, etc. etc. Ici, en fait, il s'est trompé, le juge. C'est-à-dire qu'il s'est trompé, c'est pas de sa faute. C'est-à-dire qu'en fonction de la description, par exemple, un jour, les scientifiques sont allés, les gens sont allés à l'église catholique de Porto-la-Vallée, et puis l'intuitif a décrit à ce moment-là, nanana, le juge a pris la description, il a pris les 9 lieux, et puis en fait, il a associé cette description à un lieu, mais ce n'était pas le bon. Il a peut-être mis piscine, par exemple. Et puis en deuxième, peut-être Menlo Park. Et seulement en troisième, il a mis que c'était l'église. OK? Et puis pour le péage du pont de Frémont, 6. Le meilleur score, forcément, c'est 9. Là, on est à 16. Donc c'est excellent comme score par ailleurs. Okay?
Le score moyen pour chaque, c'est 4,5. Voilà. Il y a 3 chances sur 100 000 que le juge ait donné ce score au hasard. Donc ce n'est pas au hasard. Donc ce type d'expérience permet de répéter des tests, si vous voulez, et de donner une valeur qualitative qui a du poids parce que c'est répété X fois. Avec tout ça, on se rend compte que l'intuition, c'est à la fois un processus qui relève du corps, donc c'est physiologique, et à la fois un processus qui relève du cognitif, parce que tout ce qui est abstrait, c'est forcément dans la tête que ça se produit. Tout ce qui est cognitif. Okay, de dire que c'est un parc, de dire que c'est un château, de dire qu'il y a des boutiques, etc., c'est forcément là que ça percute à un moment donné. Le corps ne peut pas nous donner à lui seul ce type d'information. Donc on est face à un processus qui est à la fois physiologique et cognitif, et si consciemment on utilise ce processus en se posant des questions, par exemple, tiens, c'est comment les couleurs, c'est comment les sons, patati patata, puis à un moment donné, tiens, sur le lieu, comment ça se passe, nanana, eh bien en fait, on va se poser les questions dans un certain ordre pour aller du plus simple au plus complexe. Donc ça, je vous le présente juste pour votre information, on ne va pas élaborer beaucoup là-dessus, mais avec les expériences qu'on a vues, alors c'est juste quelques exemples parmi des milliers, hein, ça permet de montrer aux chercheurs à l'époque, et puis à nous d'utiliser aujourd'hui, qu'il faut d'abord utiliser les sens, ensuite chercher à faire du croquis pour spatialiser, ensuite aller chercher tiens, les concepts, comment ça se passe et tout ça, de quelle nature c'est ce que je suis en train de percevoir. Ensuite, on va aller s'interroger sur la temporalité. Par exemple, si c'est un événement, on va d'abord percevoir à un moment donné, un moment clé par exemple, puis après on va explorer avant, après, etc. Et puis tout à la fin, c'est le symbolique, c'est par exemple, on va pouvoir nommer le lieu, si c'est un lieu, ou si c'est une personne, nommer la personne, si c'est un événement, nommer l'événement, etc. Donc vouloir aller chercher par exemple, tiens, c'est le champ de citrouille qui se trouve dans la ferme de monsieur machin, eh bien en fait, c'est va taper là et là. Donc c'est pas ça qu'il faut faire du tout. Parce que ça ne marche pas. Il faut d'abord aller explorer, commencer physiquement parlant, concrètement, avec les 5 sens. Et puis seulement après, faire le croquis. Comme tiens, le truc il est rond, tout ça, machin, parce que c'est les citrouilles, donc c'est rond. Et puis ensuite dire, tiens, ce sont des fruits, ça se mange, nanana, ça se cultive, nanana. Et puis on va continuer comme ça. Et seulement à la fin, on saura que si on continue, et qu'on fait bien son job, que c'est le champ de monsieur untel qui se trouve à tel endroit. Vous me suivez toujours? Ouais. Donc ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Il y a un processus à suivre pour que ça marche bien. C'est le résultat majeur de ces recherches des années 70. Et les formations sont basées sur ça, bien évidemment. Le problème, c'est qu'on se fait des films. C'est que vous vous aurez rendu compte que dans le premier exercice, il y a peut-être des choses qui sont bonnes et des choses qui ne le sont pas. Mais pourquoi c'est pas bon, vu que l'intuition, elle est toujours juste? Mais parce qu'il y a d'autres choses qui se passent en nous qui ne sont pas de l'intuition. Et quelles sont-elles? Ce qui se passe déjà, de base, c'est qu'on interprète, on ne peut pas même s'empêcher d'interpréter. Et quand on interprète, c'est souvent à tort. C'est-à-dire qu'on va percevoir des choses, notre cerveau, il va analyser ce qu'il perçoit, et puis la plupart du temps, il va se tromper, en fait. On croit dans la vie courante qu'on ajuste, okay, que c'est exact ce qu'on perçoit, mais en fait, moi, quand je suis en train de vous regarder, je crois que vous êtes comme ci, comme ça, mais clairement, vous n'êtes pas comme ci, comme ça. Okay, je projette des choses, et puis c'est pareil pour vous, vis-à-vis de moi. Et ça, c'est clairement des exemples frappants qui montrent que, oui, je suis en train de me planter, en fait. Mon cerveau, il interprète les choses n'importe comment, et puis en fait, il le fait même à mon insu. Donc ça va poser problème. Parce que quand on va utiliser notre intuition, le même phénomène se déroule. Par exemple, la première chose, je suppose que vous vous êtes dit en voyant ça, par exemple, tiens, il y a un visage. Or, il n'y a pas de visage. Donc, quand on va utiliser notre intuition et qu'on perçoit des choses, et qu'à un moment donné, imaginons que c'est ça qu'on cherche à percevoir, tiens, il y a un visage, on va avoir un problème. Pareil là, tiens, je perçois un oiseau. Non, tu ne perçois pas un oiseau, tu perçois quelque chose qui te fait penser à un oiseau. Mais si on croit qu'il y a un oiseau, c'est mort. Okay, donc c'est le même phénomène qui se passe quand on est intuite que ce qui se passe dans notre vie courante. C'est en fait le même phénomène lié à la perception et à l'interprétation de la perception. Qu'est-ce qui est petit vert et rond? C'est facile de se faire avoir. Okay,
de se faire manipuler par soi-même. En l'occurrence, c'est moi qui vous manipule, mais c'est le même phénomène par rapport à nous-mêmes. Mais ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Pas parce que c'est petit vert et rond que c'est que petit vert et rond. Et en fait, par exemple, c'était ça. D'accord? Donc on va percevoir des choses, mais on va assembler, et des fois on va assembler les choses qu'on perçoit de manière juste, mais la plupart du temps c'est faux. Donc en fait, on va déformer la réalité. L'intuitif, il a fait un super boulot, il a perçu ça, et néanmoins il s'est quand même un peu planté. Ce n'est pas un ange. Par ailleurs, on va aussi ajouter et retrancher à la réalité. Là, vous avez le lieu qui est perçu, enfin l'événement plutôt, la situation, un enfant qui joue sur un tourniquet, etc. Et on voit que ça c'est OK, ça c'est OK, mais à un moment donné, là, il a rajouté un petit truc au-dessus parce qu'il croyait que c'était le toit, un dôme, etc. Puis il y avait une sorte de girouette, machin. Pas du tout. Parce que, en percevant comment c'est, en percevant ça, à un moment donné, est venue l'idée, ah ouais, ok, ça doit être le toit de quelque chose, et puis il y a une girouette. Mais sauf que, ok, ça tourne, mais c'est ça qui tourne, c'est pas un truc qui est au-dessus. Ça va? C'est le même phénomène qu'avec le visage avant, c'est tout pareil. Et on ne peut pas s'en empêcher. Donc l'idée, ça va être de trier. Il y a aussi les émotions qui peuvent nous poser souci. Quand on perçoit des choses, on peut être ému par ce qu'on perçoit. Ben là, c'est la même chose. Quand on va utiliser notre intuition, on va percevoir des choses et parfois, ça va nous impacter émotionnellement. Exemple, alors je finis ma tirade quand même. Quand on perçoit les choses et qu'on est impacté émotionnellement, ça va pouvoir nous induire en erreur. Et par ailleurs, donc il va falloir faire le tri. Si je suis impacté émotionnellement, si je perçois de la tristesse par exemple, je vais mettre de côté que j'ai de la tristesse et je reviens à comment sont les choses réellement. Donc il y a une petite gymnastique. Par ailleurs, les émotions ne sont pas que négatives, on va dire, il y a un aspect positif, donc il y a un double jeu, si vous voulez, des émotions, et c'est ce qu'on a vu déjà tout à l'heure avec l'expérience, avec les courbes, vous voyez. L'émotion, là, elle va être intéressante. Il y a une autre expérience classique qui date, là, il y a très peu d'années, dans les débuts des années 2010, une expérience qui est celle-ci, vous avez deux rideaux, il y a une image qui va être tirée au sort et qui va se trouver soit à droite, soit à gauche. Et vous devez trouver si c'est à gauche ou à droite. Okay. Par ailleurs, l'image qui est tirée au sort, une fois sur deux, c'est une image érotique, une fois sur deux, c'est une image de lieu. Une fois sur deux, c'est au hasard. Okay. Donc une fois sur deux, au hasard, gauche-droite, une fois sur deux, c'est une image impactante ou une image pas impactante. Imaginons que l'image, l'ordinateur, il tire et choisit que c'est à droite. Si vous choisissez que c'est à gauche, le rideau s'ouvre, vous ne la voyez pas. Perdu. Si vous ouvrez le bon rideau, vous voyez l'image. C'est ça qui génère l'impact émotionnel d'ailleurs, le fait de voir l'image. Or, on sait que normalement, on devrait faire, si l'intuition n'existait pas, on devrait faire 50% de chance. Une chance sur deux. Or, on montre, pour les images érotiques, qu'on est à 53%. Donc on est au-dessus du seuil du hasard. C'est une autre façon de montrer que l'intuition existe, mais ça montre par ailleurs que quand ce qu'on veut intuitivement percevoir a un impact émotionnel, c'est d'autant plus facile de le percevoir. C'est la même conclusion que l'expérience de tout à l'heure, sauf que là, on est dans une application. Là, on utilise notre intuition pour faire un choix. Ok ? C'est exactement la même chose que si vous êtes à un carrefour et vous vous dites « Ok, je suis perdu, vous êtes sur la route, moi je prends la 6 par exemple pour rentrer chez moi. La 6, à un moment donné, ça fait A6A, A6B. Puis elles se rejoignent plus tard. Mais quand il y a des bouchons, etc., ce qui est globalement toujours le cas, mais laquelle je prends? À gauche ou à droite? C'est le même exemple. Il y a un droite qui va peut-être être plus rapide, gauche qui va peut-être être plus rapide. C'est lequel? C'est les mêmes capacités qu'on va utiliser. Si je vais plus vite, je vais être content, je vais rentrer chez moi, etc. Si je suis arrêté, je vais être moins content, machin. Donc ça, c'est ça qui va jouer. Par ailleurs, important de noter que les extravertis font 57%. Donc les introvertis font moins de 53%, les extravertis font 57%.
L'intérêt de cette expérience, c'est pas de montrer ce que je vous ai dit juste avant, parce que ça c'est déjà connu globalement, mais là on est dans quelque chose qui est plus fin, on est dans le rôle de la personnalité par rapport à l'application, à l'utilisation pertinente qu'on va faire de notre intuition, même si c'est inconscient. Cette expérience par ailleurs, elle nous montre qu'on est constamment en train d'utiliser notre intuition, même si on ne sait pas qu'on est en train de le faire. Ça c'est une donnée qui n'est pas négligeable. Ça veut dire que même quelqu'un qui ne sait pas qu'il a de l'intuition, qui ne sait donc pas qu'il est en train de l'utiliser, en fait, est en train d'utiliser pour lui faire monter en perf, faire prendre des meilleures décisions que s'il faisait pile ou face. Donc, 53% ou 57% par rapport à 50%, c'est pas énorme, mais imaginez ça cumulé sur les milliers de choix dans une vie. Moins on en sait, mieux c'est. Tout ce que je viens de dérouler, ça montre ça. Plus on va avoir d'informations sur quelque chose sur lequel on doit intuiter, plus notre intellect va être capable de s'en nourrir. Et comme on ne va pas avoir beaucoup d'informations quand même, imaginons, si on est face à une situation d'incertitude, ben en fait on va se tromper la plupart du temps. Donc moins on va en savoir, mieux c'est. Ça veut dire quoi? Si vous voulez utiliser consciemment votre intuition, mieux vaut l'utiliser le plus tôt possible. Vous avez un choix à faire, dès que vous savez que vous avez un choix à faire, vous utilisez votre intuition et seulement après vous réfléchissez, pas l'inverse. On a des émotions, on a des interprétations, etc. Donc l'objectif, ça va être de faire du tri. C'est avoir reconnaître ce qu'on perçoit intuitivement de ce qui n'est pas perçu intuitivement. Les autres types de pensées, en fait, et de vécu. Et de tout exprimer. Donc, on perçoit, on trie ce qu'on est en train de vivre, et puis on exprime. En fait, on exprime en triant. Par exemple, règle de base, on n'a pas le temps d'élaborer beaucoup là-dessus, mais règle de base, si vous êtes au début du processus et que vous vous dites, tiens, les couleurs, elles sont comment? Et que vous avez une couleur, ça répond à la question que vous vous posez, l'intuition est toujours juste, donc c'est très probablement de l'intuition. Imaginons que vous avez bleu, ok, bah un bleu, je le garde. Si vous vous dites, ah, camion, la couleur, elle est comment? Puis vous avez l'idée de camion, ça ne répond pas à la question que vous êtes en train de vous poser. Ça, c'est très probablement votre esprit analytique, hop, vous mettez de côté. C'est OK? Si la réponse que vous avez est hors du contexte de la question, cette information est hautement douteuse. Donc vous la mettez de côté. C'est la règle générale. Et vous faites ça pour chaque question que vous vous posez. Ce qui veut dire que vous devez vous poser des questions. Parce que l'intuition vous donne des réponses. Si on ne se pose pas de questions, pas de réponse. Plus la question est précise, plus la réponse est précise. Le cerveau intuitif. Alors on a vu que ça se passait dans le corps, ça se passe aussi dans le cerveau. Il y a assez peu de choses qu'on sait sur le cerveau concernant l'intuition par rapport au reste, mais il y a déjà des choses qu'on sait de manière assez claire. Tout d'abord, c'est le processus que je viens de vous donner, question, réponse, tri, dans l'ordre qu'on a vu tout à l'heure. Ce que ça va générer, c'est que ça va produire une synchronisation de nos deux hémisphères qui habituellement ont une fréquence de fonctionnement observable différente. Notre cerveau est composé de deux hémisphères gauche-droit qui sont connectés. Et ces deux hémisphères, à l'état de veille standard, si on mesure par exemple avec électroencéphalogramme ou IRM fonctionnel, ces deux hémisphères ont des fréquences observées différentes au même moment. Donc ils ne sont pas synchronisés. Quand on a une intuition, on montre que c'est synchro. Ça veut dire que notre cerveau fonctionne à plein. Et on peut maintenir cet état. Par ailleurs, si on fait une expérience avec deux personnes, on met une personne dans une pièce, une autre personne dans l'autre pièce, ce qu'on va appeler, il y a l'émetteur et le récepteur, entre guillemets, mais des grosses guillemets. À la première personne, vous lui faites une sorte de torture, vous lui balancez de manière aléatoire des gros flashs lumineux en plein visage. C'est-à-dire que de temps en temps, elle va se prendre un gros flash, sauf que c'est l'ordinateur qui tire au sort quand elle va avoir le prochain flash. Dans 1 seconde, 2 secondes, 3,5 secondes, okay, la personne ne sait pas. Ça, c'est la première personne. L'autre personne, qui est dans une autre pièce,
On lui dit juste, par exemple, tiens, la personne que tu as rencontrée tout à l'heure, vas-y, pense à elle, etc. Et bien, en fait, on observe qu'au même moment, elle va déclencher dans son cerveau les mêmes réponses à ce qu'elle aurait eu si elle avait eu le flash. Et comme ce qui se passe pour la première personne, c'est aléatoire, c'est extrêmement intéressant au niveau de ce que ça peut nous dire sur la perception intuitive. Là encore, c'est une synchronisation, mais là on est dans l'ordre d'une synchronisation de deux cerveaux. Donc là vous avez les pics, hop. Est-ce que c'est pas de la transmission de pensée plutôt que de l'intuition? Transmission de pensée, c'est un terme métaphorique qu'on peut utiliser. Pourquoi c'est l'intuition? Par définition, ça c'est de l'intuition. Dans l'intuition, il va y avoir plusieurs choses qu'on va pouvoir ranger dedans. Par exemple, le pressentiment, on peut dire transmission de pensée, si ce n'est que là, je vais un peu tiquer, parce qu'on n'est pas dans de la transmission. C'est pour ça qu'on a mis des guillemets entre émetteur et récepteur. Ce n'est pas de la transmission, puisque peu importe la distance spatiale et temporelle entre les deux sujets vivent la même chose au même moment. Donc on n'est pas dans un truc qui va d'un point A à un point B. C'est deux événements qui se passent au même moment. Puis là, il n'y a pas de pensée par ailleurs. Okay. Ah oui, ce phénomène, il est inconscient. Hein. Il se produit, c'est une autre façon de montrer qu'on vit constamment des intuitions sur plein de choses, mais qu'on n'en a pas conscience. Ça montre aussi que l'intuition, elle est reproductible. Je peux la déclencher quand je veux, et puis je vois que ça marche. Okay. En tout cas, suffisamment bien. Que je peux apprendre. Avec tout ce qu'on vient de se raconter déjà, ça nous donne plein de choses et on peut apprendre. Donc ça se développe. Un exemple. Donc ça c'est lors de ma 3e journée d'apprentissage. Ça c'est Marie-Estelle, qui est dans le fond là-bas, qui a fait ça lors de sa formation aussi. Donc moi là, sans simple aveugle, c'est double aveugle. Ça veut dire que là, Marie-Estelle, ce qu'elle a fait, c'est décrire un lieu, alors que le lieu n'était pas encore choisi au sort, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc personne, au moment où elle fait sa description du lieu, personne ne sait de quel lieu il s'agit. Et ça, c'est Alexis, l'autre Alexis. Donc là, c'est un événement, Pompéi, destruction, et là, vous avez, donc il y a du texte qui est produit, du croquis, etc. Et là, à la fin du process, vous avez représentation, par exemple, en pâte à modeler. L'intuition défie le temps et l'espace. Bon, ça, je pense que c'est évident. Hein. Je pense qu'on a chacune et chacun compris ça. Expérience, vous voyez, 28 avril 1973, la NASA commence à envoyer des sondes dans le système solaire, et en l'occurrence, là, c'est des sondes vers Jupiter. Avant que la sonde n'arrive, il faut quand même un certain temps, et bien en fait, des gens au sol se disent hein, mais comment c'est Jupiter et comment c'est ce que la sonde perçoit quand elle arrive. Et donc l'idée, ça va être de décrire au maximum l'atmosphère, les différentes couches, à l'approche comment c'est, à la surface comment c'est, comment répond la planète quand la sonde arrive. Donc, par exemple, cette couche-là, elle repousse les ondes radio. Donc si on envoie des ondes radio, paf, ça rebondit. Okay. Intéressant, l'intuitif là perçoit qu'il y a un système annulaire, c'est-à-dire qu'il y a des anneaux autour de Jupiter. Ce n'était pas connu, et effectivement, c'est le cas, quand la sonde arrive, on perçoit. Sur Saturne, c'était connu, mais pas Jupiter. Donc là, on est en 73, là, on est il y a 3-4 ans. Là, on est dans là, c'était l'infiniment grand, on va dire, enfin, le très grand, le très loin, et là, on est dans le très petit. Donc là, c'est un projet de biologie, perception de bactériophages. Donc c'est des virus qui se mettent sur des bactéries, rentrent dedans, et puis les cannibalisent. Donc là, vous avez un bactériophage réel, modélisé, et là, vous avez ce qui a été perçu par différentes personnes. Et puis, ce qui est décrit, c'est qu'il y a un petit truc qui rentre dans quelque chose d'autre, etc. Donc ça, c'est intéressant, par exemple, pour des biologistes, comprendre le phénomène et comment ça se fait que ce phénomène existe, c'est-à-dire
comment un virus peut s'attaquer et comment il fait pour aller s'en prendre à une bactérie, etc. Projet Alexandrie, on en a parlé tout à l'heure, donc là c'est de la perception du passé. Donc là c'est échelle petit, là maintenant c'est le passé. Donc là en l'occurrence c'est localiser une ville antique qui s'appelle Marea, qui était dans le désert mais que les archéologues n'arrivaient pas à retrouver. Localisation d'une maison de Marea, on creuse et il y a la maison. Autre projet, là on est dans le futur, perception de la prévision du cours du métal argent sur 9 semaines d'affilée, par exemple 9 lundis. Eh bien, imaginons que je suis vendredi, ben lundi, le cours du métal argent il monte beaucoup, il monte un peu, il baisse beaucoup, une chance sur 4. Et je fais ça 9 fois de suite. Donc ça c'est un projet qui a été mené par le physicien Tang et puis le psychologue Harari, on est publication en 85. Ils ont réussi 9 fois de suite, donc il y a une chance sur 4 10 puissance 6 que ce soit dû au hasard, ce succès, 9 fois sur 9. Sachant qu'au départ, il s'était fixé l'objectif, c'était publié qu'il faisait 9 fois. La problématique du loto, on va faire une toute micro-parenthèse, la problématique du loto, c'est que c'est très complexe parce qu'il y a énormément de probas. C'est-à-dire qu'il y a énormément. Si vous jouez au PMU, c'est beaucoup plus simple. Moins vous allez avoir de possibilités, de probas si vous voulez, plus ça va être facile. Mais ce n'est pas une question d'impossibilité de réussir, c'est que ça va être beaucoup plus long, il va falloir faire beaucoup plus de mise en œuvre de l'intuition, etc. Et donc plus vous allez en faire, plus vous allez mettre longtemps, etc. Et plus vous prenez des risques. Exercice de fin. Décrivez le lieu dont une photographie vous sera montrée dans quelques minutes. Simplement, on va prendre 3, 4, 5 minutes, mais je vais vous aider. Vous avez la connaissance de tout ce qu'on a vu jusque-là, et par ailleurs, moi, je vais vous poser des questions. C'est-à-dire, je vais jouer le rôle de votre intellect, comme ça, vous pouvez vous focaliser sur vos ressentis et vos perceptions. On débute, supposément, donc je vais simplement vous poser des questions sensorielles. On va faire peut-être une toute petite incursion dans le concept, mais l'idée, c'est d'aller chercher principalement du sensoriel. Par ailleurs, si jamais vous avez une réponse à une question que je ne pose pas, eh bien vous mettez de côté parce que c'est extrêmement douteux. Je vais vous poser une question. Si ce que vous avez répond à la question, vous le gardez. Si ça ne répond pas à la question, vous le mettez de côté. Donc je vais simplement vous demander, si vous voulez bien, c'est de faire 2 colonnes. À gauche, vous mettez ce qui est OK, et à droite, vous mettez ce qui est douteux. Ça va, ça, pour tout le monde? On est parti, mais simple. D'abord, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez que le lieu est? Qu'est-ce que vous pensez que le lieu est? Et vous mettez ça de côté parce que c'est probablement pas vrai. Je suis simplement en train de vous aider à expurger vos a priori, vos idées préconçues. Rappelez-vous, on n'a même pas démarré, votre cerveau, lui, il veut savoir ce que c'est. Hein? L'idée, c'est d'aller prendre conscience de ce qu'il veut savoir, ce que c'est, et de le mettre de côté. Parce que si on ne le fait pas maintenant, eh bien, en fait, ça va ressurgir assez vite, et là, on va prendre des risques. Donc, autant prendre conscience de ce qu'on invente, si vous voulez, et puis le mettre de côté. C'est OK, ça, pour tout le monde? Alors, on est parti. Vous êtes ici et maintenant sur ce lieu qui nous intéresse. Il n'y en a qu'un, c'est celui que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est notre lieu mystère à nous. Vous êtes à taille humaine, au niveau du sol. Marchez. Ça fait comment sous vos pieds? La sensation sous vos pieds, c'est comment? Notez. Vous êtes à une distance adéquate du lieu. Vous êtes donc à taille humaine au niveau du sol. Vous observez devant vous. Le lieu est face à vous. La couleur principale, elle est comment? Ou les couleurs sont comment? Notez. Là où les formes que vous percevez maintenant, c'est comment? Notez, vous pouvez faire un petit croquis. Le croquis, c'est le croquis de la forme que vous percevez. Donc c'est un croquis tout simple. C'est une demi-seconde. Juste la forme. Si vous percevez plusieurs formes, vous les faites les unes à côté des autres ou les unes en dessous des autres. Évitez d'assembler. Utilisez vos mains maintenant. Quand vous touchez, vous passez votre main, la texture, elle est comment?
Vous touchez une partie caractéristique du lieu, peu importe ce que c'est, où c'est, etc. Mais touchez, mettez la conscience dans votre main, ça fait comment quand vous passez? Ben, notez ce que vous ressentez. La texture, elle est comment? Et vous pouvez, pourquoi pas, appuyer, taper dessus. La dureté, elle est comment? Et pourquoi pas supposer, imaginez que vous prenez le lieu dans votre main ou une partie du lieu, et quand vous sous-pesez, ben ça fait comment? Le poids, la masse, la densité, c'est comment? Notez. Et je répète, si à un moment donné, ça fait pop dans votre tête sur ce que ça peut être le lieu, ben vous mettez de côté. Vous écrivez sur la colonne de droite. On ne met pas à la poubelle, hein, on met de côté. Maintenant, écoutez. Prêtez l'oreille sur le lieu. Les sons, ils sont comment? Vous pouvez respirer, sentir. Plus vous utilisez votre corps, plus c'est facilitant. Inspirez, vos narines, ça fait comment dans vos narines? L'odeur ou les odeurs, elles sont comment? Notez. Et pourquoi pas, vous pouvez faire en sorte que le lieu soit tout petit. Et vous le mettez dans votre bouche. Et vous pouvez mâcher. Au niveau du goût, c'est comment? Et en bouche, au niveau de la texture, c'est comment? Notez tout ce que vous percevez. Si jamais, quand je pose des questions, il y a des choses qui ça ne vient pas, c'est pas grave, vous attendez la question suivante. Si jamais ça vous fait ça pendant 2-3 questions, vous inventez. L'objectif, c'est de déclencher du flux à ce stade. Pareil, si vous pensez savoir ce qu'est le lieu ou une partie du lieu, vous notez dans la colonne de droite. On va bouger. Vous êtes de nouveau à taille humaine. Vous montez. Vous regardez en bas. Vu du dessus, le lieu, il est comment? La couleur, elle est comment? La couleur principale ou les couleurs? Là où les formes, c'est comment? Regardez en bas, vu du dessus, c'est comment? Peut-être qu'il y a du mouvement. Peut-être que ça bouge sur le lieu. Si oui, ben ça bouge comment? Prenez conscience du ou des mouvements s'il y en a. Notez. Vous pouvez faire du croquis aussi. On va encore bouger. Maintenant, vous vous mettez à l'intérieur. Peu importe ce que ça veut dire à l'intérieur, on vous met à l'intérieur. Votre intuition, elle sait où se mettre. Quand vous êtes à l'intérieur, observez, regardez, sentez, touchez, goûtez. Notez tout ce qui vient. Il y a peut-être des sons, il y a peut-être du mouvement. C'est comment? Avant-dernière question. Quand vous êtes sur ce lieu, dedans, à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe ce que ça veut dire, au-dessus, au sol, etc., mettez-le où vous voulez, mettez-vous où vous voulez. Là où vous êtes, par rapport à la caractéristique ou aux caractéristiques du lieu, ce que vous êtes en train de faire quand vous êtes en interaction avec le lieu ou ce que vous avez envie de faire sur le lieu, c'est comment? Si, imaginez, vous êtes vraiment sur ce lieu-là maintenant, décrivez ce que vous faites, comment vous le faites. Et dernière question.
c'est probable, voire certain, je dirais, que vous savez beaucoup plus de choses sur le lieu que vous avez noté. Soit parce que j'ai été trop vite dans mes questions, soit parce que vous n'avez pas pris conscience de tout. Qu'est-ce que vous savez du lieu que vous n'avez pas encore noté? Bah, notez. Posez-vous la question, qu'est-ce que je sais que je n'ai pas encore noté? Et notez ce qui vous percute à la conscience, s'il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive à l'esprit. C'est l'heure de terminer. Alors simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit heure de fin, 21h29. C'est simplement un petit rituel tout simple pour se dire que, ok, maintenant j'arrête et je reviens à mes tâches ordinaires, à mon mode de fonctionnement ordinaire. Ok? Tout le monde est revenu? Bon. Je vous montre? Alors c'est important que vous soyez aussi neutre que possible, émotionnellement parlant. Hein? Bon, c'est peut-être plus difficile à faire qu'à dire, mais voilà. Et puis maintenant, observez, regardez, analysez, comparez ce que vous avez produit par rapport à comment est le lieu réellement. Oui, c'est au Futuroscope. C'est le Kinemax. Enfin, ça, c'est le Kinemax. C'est une salle de cinéma, en fait, où ça bouge et tout ça. Hein. Et là, vous avez, on ne le voit pas trop sur la photo, mais vous avez une étendue d'eau avec, il y a des spectacles de lumière, et puis là, vous avez le public. Donc, les formes caractéristiques, c'est anguleux, triangulaire, c'est en arête, c'est métallique, c'est vitré, c'est sombre, noir, violet foncé, etc. Tout de suite, il fait nuit. C'est comme sur la photo, donc. Vous avez aussi de la végétation, là, avec les arbres. Vous avez de l'eau. Et il peut se passer des choses. J'espère que la soirée, 7h30 passée ensemble, vous a appris certaines choses sur votre intuition. Via toutes les recherches, via quelques exemples de recherches qui ont été faites au fil des décennies. Bien évidemment, ce qu'on sait sur l'intuition aujourd'hui, c'est beaucoup plus fin que ce qu'on a vu là ce soir, mais je crois que c'est déjà pas mal. Merci à vous, puis d'avoir participé, d'avoir fait les exos. Tout ce qu'on s'est dit ce soir, c'est un petit extrait de ce qui est... j'ai retiré tout ça du livre qu'on a écrit avec Marie-Estelle, qui s'appelle « Développer votre intuition » et qui est publié aux éditions Le Duc et qui est sorti il y a 4-5 mois aujourd'hui. Voilà. Dans le bouquin, vous avez la méthode. Merci à vous. Bonne fin de soirée.